Bonjour, chronique littérature aujourd'hui et honnêtement je vais pas risquer de me prononcer sur le genre. Donc je vais parler de Nous avons toujours vécu au château qui est un roman de Shirley Jackson. Donc ce titre original est We have always lived in the castle. C'est traduit de l'anglais États-Unis par Jean-Paul Gratias, publié aux éditions Payot et Rivage dans la collection Rivage Noir. Le roman est paru originellement aux États-Unis en 1962. Cette nouvelle traduction date de 2012 et le bouquin est assez court, il fait 234 pages. Je le signale à tout hasard, il y a des spoilers éventuels en toute fin de chronique. Il était bien temps, sans doute, que je lise Shirley Jackson, et notamment ce très célébré roman qu'est Nous avons toujours vécu au château, que bien des gens recommandables me recommandaient. En notant toutefois que cette romancière autour de laquelle je tournais depuis bien trop longtemps a connu quelques autres réussites majeures dans les domaines de l'horreur et du mystère, comme le roman Maison hantée qui a inspiré à Robert Wise sa géniale Maison du diable, ou la nouvelle La loterie qui a semble-t-il déchaîné les passions à l'époque outre-Atlantique. À vrai dire, je n'en savais guère plus. Je ne savais même pas si le présent roman relevait du fantastique ou du policier. Certes, il a été publié en Rivage Noir, mais ça a également été le cas d'autres œuvres plus ambiguës, voire ouvertement surnaturelles. Je serais bien preneur d'une réédition du John Silence d'Algernon Blackwood, moi, au passage. Si, il y avait une chose. Beaucoup de gens parlaient de ce roman en usant du terme gothique, mais dans sa perspective littéraire originelle, même réactualisée dans le cadre de la Nouvelle-Angleterre des années 60. Ça n'aurait peut-être pas déplu à un auteur local cher à bon cœur, je suppose. J'ai donc entamé la lecture de ce roman avec un mélange explosif d'attente très élevée et d'innocence virginale. Si. Mais il a bel et bien sa magie. Dès le premier paragraphe, il s'empresse de confirmer certaines attentes et en même temps malmène certitudes et préconçues avec une jubilation perverse. Je m'appelle Mary Catherine Blackwood. J'ai 18 ans et je vis avec ma sœur, Constance. J'ai souvent pensé qu'avec un peu de chance j'aurais pu naître loup-garou, car à ma main droite comme à la gauche, l'index est aussi long que le majeur, mais j'ai dû me contenter de ce que j'avais. Je n'aime pas me laver, je n'aime pas les chiens, et je n'aime pas le bruit. J'aime bien ma sœur Constance, et Richard Plantagenet, et l'amanite phalloïde, le champignon qu'on appelle le calice de la mort. Tous les autres membres de ma famille sont décédés. Ok. Pareil, entrée en matière, nous saute à la gueule et en braillant. Je suis la narratrice et je ne suis pas fiable du tout, mais alors vraiment pas du tout. Délibérément, bien sûr. Le propos est maîtrisé de bout en bout. Reste que cet emploi du procédé du narrateur non fiable a justifié presque systématiquement que l'on établisse ici une filiation avec le tour d'écrou de Henry James. Et sans doute, c'est la référence primordiale s'il doit y en avoir une. Mais la violence de l'attaque en force me tire aussi bien du côté du Lovecraft du monstre sur le seuil, quant à moi. Et j'imagine que derrière les deux, il pourrait y avoir Poe, le gothique à proprement parler, si jamais c'est encore au-delà. Il y a quelque chose de brutal ici, dans un roman par ailleurs subtil, dont je suppose que l'on peut dériver une clé de lecture. La révélation tant attendue, en fait devinée au moins dans les grandes largeurs dès ses premières lignes, et c'est pour partie leur fonction, n'est finalement que d'une importance limitée et l'essentiel est ailleurs. Quand ils ne méprennent pas, Nous avons toujours vécu au château est bien un roman à mystère, mais il est probablement d'abord un tableau angoissant de la névrose et de la haine, un concentré de malaise, d'autant plus savoureux en bouche qu'il se montre pervers et impitoyable. Suivons donc notre guide, l'enjouée Mary Catherine, qui se rend au village pour y effectuer les courses de la semaine. C'est une épreuve, et terrible. La jeune femme, avec sa fausse candeur de narratrice, qui n'a cependant rien d'une pudeur, dépeint un monde hostile, un microcosme villageois qui en a après elle et les siens, sur le mode pathétiquement lâche, de la moquerie vicieuse à peu de frais pratiquée par ces ersatz de petits chefs qui évacuent leur frustration sur les cibles les plus faciles de crainte de s'attirer l'ire d'autres plus à même de se défendre. Un héritage de la cour de récréation, typique de ces petits villages aux mentalités étriquées et bornées, où les réflexes de coq de la basse-cour tournent aisément à l'exclusion de ceux qui osent différer ne serait-ce qu'un tout petit peu, car il faut aller dans le sens du groupe, aucun autre sens n'est concevable. Atavisme grégaire. La scène est horriblement gênante, révoltante même. Shirley Jackson y fait preuve d'une parfaite maîtrise de ses outils, point de vue biaisé et répétition délibérée des mêmes allusions lourdingues mais qui se croient spirituelles, faux semblants et non-dits, dans un cruel jeu de dupes qui serre le ventre. Elle sait aussi susciter une certaine empathie, voire sympathie pour Mary Catherine, même si nous nous méfions d'elle, et peut-être d'autant plus quand, au détour d'un paragraphe, la narratrice exprime son vœu muet que tous ces imbéciles haineux meurent sur le champ. Mais l'affaire est intrigante aussi. Pourquoi tant de haine?
car c'est bien de haine qu'il s'agit sous le vernis de plaisanteries pas drôles. Pour l'heure, nous n'en savons encore trop rien, même si quelques indices surnagent de temps à autre. Il doit y avoir un problème avec la sœur de Méricat, Constance. Une sombre histoire dans un passé proche. Probablement une histoire d'empoisonnement. Les indices sont distillés au fur et à mesure, très savamment. C'est finalement l'oncle Julian, oui, Méricat mentait en prétendant dès le premier paragraphe que, hors Constance, tous les membres de sa famille étaient décédés. Donc, l'oncle Julian, qui est un vieux gâteux coincé dans son fauteuil roulant, sinon son lit, qui, au fil de ses ressassements, auxquels il confère une vertu proprement littéraire, lâche enfin le morceau de sucre. Les Blackwood étaient une riche famille de la région. Dans ce château, qui n'en est un que métaphoriquement, disons que c'est une grande, prétentieuse même bâtisse bourgeoise de Nouvelle-Angleterre, vivait toute une famille étendue. Mais, il y a 6 ans de cela, un drame s'est produit. 4 membres de la maisonnée sont morts, les parents des 2 filles, leur petit frère et leur tante, soit l'épouse de Julian, qui lui-même n'en a réchappé que de peu, étant dès lors condamné à l'invalidité. L'affaire, on sans doute, avait fait grand bruit. On a compris qu'il s'agissait d'un empoisonnement à l'arsenic qui avait été versé dans le sucre. Constance, n'ayant pas pris de sucre, et la petite Mary Catherine, 12 ans, étant alors punie dans sa chambre, c'est donc la fille aînée des Blackwood qui a été accusée de l'odieux assassinat et parricide, matricide, fratricide, tanticide, pardon. Il y a eu un procès, mais impossible de trouver la moindre preuve. Constance, bénéficiant de la présomption d'innocence, a été acquittée. Mais pour les villageois, il ne fait guère de doute qu'elle est bien la coupable. Que le juge n'en ait pas décidé ainsi n'y change rien, elle a bel et bien commis ce crime abject. Nous ne savons pas grand-chose des relations des Blackwood avec les villageois avant le drame, mais il a en tout cas servi de défouloir libérateur. Les gens du coin haïssent les débris de la famille Blackwood, au premier chef la coupable Constance, mais par un détournement révélateur, cette haine affecte tout autant les victimes supposées que sont éventuellement Mary Catherine et en tout cas Julian. C'est la famille entière qui est maudite car perverse. Les enfants du coin raillent les participants au drame, serinant toujours la même comptine idiote et cruelle, où Constance offre du thé à sa petite sœur, et qui préfère ne pas prendre de sucre. Cette haine bien pratique en même temps peut se muer en fascination puérile. Gamins et adolescents bravages se mettent au défi d'approcher la demeure du crime et, plus singulier encore, quelques bonnes femmes du coin jouent à se faire peur en allant prendre le thé chez les Blackwood. Tout en écoutant le récit sans cesse repris du drame par l'oncle Julian, obsédé par ce qui s'est alors produit et qui emmagasine les notes depuis 6 ans pour un livre qui ne paraîtra jamais. Aveu du vieux bonhomme, il n'y dira pas la vérité. Mieux vaut embellir en pareil cas, c'est plus intéressant. Ce en quoi il est bien l'oncle de sa nièce Méricat. Mais ces visites sont exceptionnelles, encore que réglées comme du papier à musique, de même que les courses de Mary Catherine au village, qui obéissent à un rituel bien précis, car tout est rituel ici. Mais pour l'essentiel, les 3 Blackwood survivants vivent en reclus, de résidence. Non, pardon. Bref, Mary Catherine est en fait la seule à sortir du château. Oncle Julian, invalide, en est physiquement incapable. Constance en est psychiquement incapable. Très affectée par le crime, le procès et les accusations portées contre elle, la haine ouverte enfin des villageois, mêlée de fascination perverse pour sa personne d'empoisonneuse supposée, elle ne peut pas aller au-delà du jardin où elle fait pousser ses légumes pour la cuisine. Mais tout cela n'a rien de sinistre, n'est-ce pas? Le château des Blackwood nous laisse entendre Constance, ou plutôt Mary Catherine peut-être, a tout d'une utopie pour elle, même recluse. Ce côté presque carcéral appuie la filiation gothique du roman, et le lecteur, lui, peut, à bon droit, trouver cela parfaitement sinistre. Mais Constance, dans cet environnement qui est le seul qu'elle connaisse, joue à la parfaite femme d'intérieur, qui siffle en travaillant, appréciant la sérénité propre aux ordres immuables et au terrain connu. Souriante et généreuse, mère poule à vrai dire, elle s'active en cuisine et ses soins de tous ordres témoignent de son affection débordante pour sa sœur encore toute gamine, petite folle de Méricat, et son vieil oncle malade. Tout va bien. Les connotations de la vieille demeure auront assurément l'occasion d'évoluer d'ici à la fin du roman, comme aux yeux du lecteur une métaphore qui s'incarnerait dans la pierre et les poutres. Constance n'en témoignera que davantage de ce qu'elle est portée au déni. Mais il s'agit de protéger cette utopie, le château et la parfaite petite famille heureuse qui vit dans une rassurante routine. C'est l'affaire de Mary Catherine. Parallèlement au rituel de Constance, cette vie bien ordonnée autour des tâches ménagères, toujours exécutées dans les mêmes conditions et selon un emploi du temps agréablement rigide, la fantasque adolescente, entre 2 séjours sur la Lune, assure la sécurité de la résidence par d'autres rituels, les siens, qui obéissent quant à eux, ou plus exactement de manière plus ouverte, à une forme de pensée magique. Enterrer quelque chose ici, clouer ce livre-là, autant de talismans garantissant l'inviolabilité du foyer.
Elle a d'autres techniques tout aussi efficaces, ainsi cette liste de 3 mots, Mélodie, Gloucester, Pégase. Si personne ne les prononce, alors tout ira bien. Et comment quelqu'un pourrait-il prononcer 3 mots aussi bien choisis, avec tant de soin, tant de ruse? À vrai dire, Mary Cat, choisissant ces 3 mots, n'est pas vraiment rassurée. Et si elle s'y livre avec autant d'attention, c'est justement parce qu'elle devine qu'il va se produire quelque chose. Quelque chose de fatal à l'heureuse utopie du château. Un jour, quelqu'un toque à la porte. Pas l'une de ces bonnes femmes du village venant chercher dans la demeure Blackwood une excitation supposée épicer leur morne quotidien de quidam. Quelqu'un de bien plus inquiétant pour Mary Catherine, le cousin Charles. Issu d'une autre branche des Blackwood qui avait rompu avec le château suite au drame, il n'y a pas que les villageois du coin qui ne veulent pas avoir affaire avec Constance, les barrières sont multiples. Le cousin Charles apparaît très tôt comme un sale bonhomme. Ceci étant, c'est Mary Catherine, notre narratrice. Elle a un point de vue un peu biaisé. Allons croire, et après tout nous n'avons pas forcément le choix, Charles a très vite cherché à renouer des liens avec Constance, comprenant très bien que la partie était d'emblée mal engagée avec Mary Cat. Il s'en accommode, et son comportement évolue, toujours plus autoritaire, cruel même parfois. C'est que Charles a une idée derrière la tête, dans le récit de Mary Catherine. C'est Lord des Blackwood qui l'intéresse. On dit que les défunts avaient accumulé une coquette fortune. Et il faut bien que Constance pioche de l'argent quelque part pour que Mary Catherine puisse payer les courses. En fait, à ce stade, cette dernière nous avait déjà confié qu'elle avait enterré de l'argent, ça et là, pour protéger le manoir. Charles, quoi qu'il en soit, est obsédé par cette fortune. Individu cupide, égoïste et mesquin, il peut tromper Constance, mais pas Mary Catherine. Il en résultera un nouveau drame. Et ce sera la faute de Charles, hein, pas de Mary Catherine. Bon, on met ici la balise spoiler, au cas où. Allez. Bon, le truc de base, vous le savez déjà, c'est bien la petite Mary Catherine, 12 ans alors, qui est la responsable de l'empoisonnement. Pas le moins du monde Constance. Laquelle savait toutefois très bien ce qu'il en était depuis le début, si elle ne le confesse que bien tardivement à sa meurtrière de sœur. Le premier paragraphe du roman, aussi ouvertement non fiable, nous assure peu ou prou cette révélation, qui n'en est du coup pas une. Et cela n'a rien d'un problème, car l'essentiel se joue sans doute ailleurs, tout en impliquant à nouveau ce procédé primordial de la narratrice non fiable, qui subvertit subtilement toutes les informations contenues dans le roman, au point de rendre le lecteur bientôt paranoïaque. Comme dit plus haut, le premier paragraphe du roman s'avère très vite un mensonge sur un point qui n'est probablement pas tout à fait un détail. Du moins c'est ce que je suppose, mais je pars peut-être déjà en vrille. Outre sa sœur Constance, un autre membre de la famille de Mary Cat a survécu, à savoir l'oncle Julian, qui aurait dû être une victime du coup. Cette première incohérence incite très vite le lecteur, en tout cas le Nébal, à scruter les détails du récit de Mary Catherine pour la prendre en faute. Et cela peut arriver à plusieurs reprises, très régulièrement en fait. Mais le plus important dans ce registre, qui est effectivement celui du tour d'écrou, c'est une ambiguïté fondamentale que le lecteur perçoit mais subit, et qui est à même de l'inciter au plus dément des fantasmes sur la base de la narration non fiable, éventuellement au point de s'interroger sur la dimension fantastique du récit. Mary Cat, après tout, ne tarit pas de commentaires sur ses rituels magiques ou sur son anticipation de la venue de Charles, même si dans ce dernier cas nous sommes particulièrement incités à y voir une manipulation narrative, et à 2 niveaux bien sûr, avec Shirley Jackson qui s'amuse derrière Mary Catherine. L'ambiguïté du cas de Julian, par ailleurs, m'a fait envisager un temps la possibilité qu'il soit bel et bien mort, une ambiguïté éventuellement étendue à l'ensemble de la petite famille. Ne seraient-ils pas tous morts, en fait, comme dans, mettons, Les Autres d'Alejandro Amenábar, film fantastique qui emprunte d'ailleurs beaucoup autour d'écrou. Nous parlons ainsi ici d'un roman de l'auteur de Maison hantée, et le titre même du présent livre nous y incite peut-être. Cette référence en entraîne éventuellement une autre, via le film de Robert Wise le cas échéant. Et si Mary Cat était la seule à être restée en vie, qui se serait construit un univers fantasmatique de compagnons survivants pour gérer tel ou tel trauma, quitte à incarner elle-même tous les rôles. Le roman de Shirley Jackson date de 1962, mais Psychose de Robert Bloch était paru en 1959 et avait été adapté par Hitchcock en 1960. Bien évidemment, je ne parle pas ici d'influence, plutôt de quelque chose dans l'air du temps. Vous savez quoi? Oui, vous le savez. Je parle d'autant moins d'une éventuelle influence que toutes ces hypothèses sont fausses. Nul fantastique ici, au-delà de l'ambiance. Et la psychose façon Norman Bates, à base de troubles de la personnalité multiple, n'est pas non plus de rigueur. Qu'importe, l'ambiguïté reste savoureuse, un bel outil pour captiver le lecteur et l'impliquer dans l'histoire. Et si l'on n'y trouve rien d'aussi excessif que le cas de Norman Bates, les pathologies mentales sont bien au cœur du récit, associées à un malaise permanent.
C'est sans doute ce qui prime en définitive, cette folie sous-jacente qui peut s'exprimer de manière brutale ou insidieuse, mais toujours au prisme du malaise. Cette petite folle de Mary Cat, à tout prendre, même si elle a pour fonction première de biaiser le récit, et ce en adoptant un comportement ou du moins un discours véritablement fou, si tant est que cela veuille dire quelque chose, laisse pourtant du champ pour que s'exprime la souffrance qui caractérise le quotidien de sa sœur Constance depuis l'empoisonnement et sa faiblesse psychique qui en résulte. L'oncle Julian aussi passe dont le traumatisme n'a jamais été évacué, même au fil de ses notes où la catharsis n'opère pas, et peut-être du fait d'une certaine complaisance de sa part à sans cesse revivre le drame. Une vraie famille de dingues. Tous trois, pour se protéger, mettent donc en place des rituels de divers ordres, et d'une efficacité à peu près aussi douteuse les uns que les autres. En fait, ces rituels sont peut-être les plus éloquents témoignages de la douleur qui suinte sous les protestations de bonheur domestique les plus invraisemblables. En tant que tels, ils participent de cet étouffant malaise qui s'exprime à chaque page de Nous avons toujours vécu au château. Mais ce malaise s'exprime aussi au-delà de la psyché torturée de ses protagonistes et des protocoles qu'ils mettent en place. Il acquiert une dimension sociale dans les relations malsaines des survivants Blackwood avec l'extérieur, ce village sauf erreur anonyme, dont l'abstraction même a quelque chose de menaçant dans ce qu'elle laisse supposer d'universalité. Le roman de Shirley Jackson ne manque pas de scènes terribles imprégnées d'une tension redoutable autant que captivante, mais les scènes les plus effroyables résident bien dans cette confrontation de deux mondes séparés par une barrière peu ou prou infranchissable, mais pas forcément bien certain de qui l'a construite au juste. Cela peut se faire sur un mode presque humoristique, ainsi dans la scène du thé, où Julian décrit par le menu la journée fatidique 6 ans plus tôt à deux voisines qui jouent à se faire peur, la plus forte et ou perverse n'étant pas celle que l'on croit. Mais cela peut aussi emprunter des atours plus terribles, insupportables même. J'ai déjà évoqué Mary Catherine faisant ses courses dans la communauté hostile et impudique, mais l'incendie du château et le pillage qui s'ensuit sont du même ordre. En fait, les remords exprimés ensuite par les villageois ne rendent cette scène que plus terrible encore. Cérémonie païenne à laquelle se livrent des gosses mal élevés, jamais aussi heureux que quand ils cassent en toute impunité les jouets des autres, avec une méchanceté gratuite typique de ces lynchages au nom du bon droit et de la morale. Leur puérilité mesquine vaut bien la cupidité hypocrite du cousin Charles. L'humanité ne sort pas grandie de Nous avons toujours vécu au château. Mary Catherine a beau être empoisonneuse, la bêtise haineuse de ces kidams en fait des ersatz de monstres, finalement bien plus répugnants dans leur abjecte et insupportable banalité. Ceci certes en prenant en compte que c'est justement l'empoisonneuse qui nous les décrit ainsi. Je m'y suis mis bien tard, mais ça valait le coup. Nous avons toujours vécu au château et bien le chef-d'œuvre que l'on dit. Ce récit est finalement inclassable s'il emprunte aux codes de genre mieux déterminés, comme le gothique, l'horreur, le fantastique, le policier, le thriller, etc. Ce récit, disais-je, est admirable de tension. Chaque page, chaque mot, si ça se trouve, est un outil de manipulation d'autant plus pervers que l'on en a conscience et que l'on s'en réjouit. Le malaise qui ruisselle de chaque chapitre y participe également, les deux sont à vrai dire indissociables, et l'effet est imparable. Nous avons toujours vécu au château est un roman très fort et, je n'en doute pas, très marquant. Il me faudra sans doute poursuivre la découverte de cette autrice. Maison hantée notamment sera une étape indispensable, et tant qu'à faire, je reverrai bien La Maison du Diable.